Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal de ce mercredi 26 juin. On s'intéresse dans cette édition à la bonne santé de la Maison de la Justice et du Droit à Martigues. Elle a connu une belle année 2023, bilan en hausse par rapport à 2022. La MDJ a informé et guidé pas moins de 11 686 personnes. Retour sur cette année positive avec la présidente du tribunal judiciaire d'Aix, Hélène Jude. Reportage signé Flavio Noriga et Delia Gilbert. Alors, c'est une activité dense puisque sur l'année 2023, ce sont plus de presque 12 000 personnes, alors soit téléphoniquement ou physiquement, qui sont accueillies ici dans cette maison de la justice et du droit et qui peuvent donc rencontrer des professionnels de toutes sortes, en lien bien sûr avec la justice, qui peuvent aussi se voir remettre des imprimés nécessaires pour saisir les tribunaux, etc. C'est un bilan très positif, c'est une fréquentation qui ne se dément pas, alors, et qui est essentiellement par des personnes de Martigues, mais qui rayonne aussi sur tout l'arrondissement autour de nous, voire même jusque Marseille, puisqu'il y a pas mal de Marseillais qui viennent jusqu'ici. Mais c'est un bilan positif avec un personnel qui est vraiment très actif et qui cherche... Ça nous a été expliqué quand les gens sont dans des situations d'urgence, qui cherchent toujours à caser des rendez-vous pour qu'ils rencontrent des professionnels qui puissent répondre à leurs besoins. Plusieurs personnes délogées de la rue de Tivoli à Marseille ont enfin pu regagner leur logement. On vous en parlait hier, plus d'un an après l'effondrement d'immeubles meurtriers. Des travaux de sécurisation ont permis à ces sinistrés de rentrer chez eux. Encore plusieurs logements restent inaccessibles, mais le périmètre de sécurité a été levé. Alors comment revenir dans ces immeubles après un tel drame et surtout dans quel état d'esprit? Cassandra Mourou a posé la question à Roland Bellessa, membre et représentant du collectif Tivoli 9 avril. Alors là, c'est vrai que ça devient quelque chose de très individuel. Il y a des personnes qui finalement sont impatientes de rentrer chez elles, de retrouver chez soi, après un an entre guillemets dans des appartements où ils n'ont pas forcément pu récupérer leurs meubles, récupérer leurs affaires, dans des endroits effectivement où ils se sentaient pas chez eux. Il y en a qui ont une appréhension, il y en a qui ne veulent pas revenir dans le quartier, qui de toute façon ne comptent pas revenir même si c'est possible. Voilà, il y a un peu tous les cas de figure, mais dans l'ensemble quand même c'est majoritairement le soulagement et on va dire la joie de rentrer chez soi qui domine. La suite de l'actualité et le moral des Français en berne. La confiance des ménages a légèrement baissé en juin selon l'INSEE. L'indicateur la mesurant est en baisse d'1 point par rapport au mois dernier et reste bien en dessous de sa moyenne de longue période. Les Français s'inquiètent du niveau de vie futur dans le pays et du niveau de l'inflation dans les mois à venir. De quoi se changer les idées, avec le coup d'envoi des soldes aujourd'hui, soldes d'été qui doivent durer jusqu'au 23 juillet, ce qui laisse le temps de se mettre en mode lèche-vitrine pour dénicher de bonnes affaires. Les commerçants de la région espèrent un élan de la part des clients. Vous les avez d'ailleurs entendus dans notre précédente édition. Reportage du côté d'Istres à retrouver sur notre site maritima.fr. L'actualité internationale et du mouvement à l'OTAN. Le Premier ministre néerlandais a été nommé prochain secrétaire général par les 32 pays de l'OTAN. Dans un moment crucial, vous le savez, pour l'alliance militaire, alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine se poursuit. Mark Rutte, âgé de 57 ans, prendra donc ses fonctions à la tête de l'OTAN le 1er octobre. Il remplacera le Norvégien Jens Stoltenberg, en place depuis 10 ans. Vendredi, c'est la journée nationale de sensibilisation des dangers de la foudre. Tous les ans, la foudre crée des dégâts considérables dans le monde, des centaines d'accidents industriels majeurs, des millions de sinistres, des pannes électriques ou encore des incendies et plus de 20 000 décès à déplorer. On pense d'ailleurs au jeune Robin Richard touché par la foudre lors d'une sortie scolaire à Vitrolles. Souvenez-vous, disparu après un long combat pendant près de 15 ans.
Si on ne peut pas changer la météo, on peut évidemment se protéger des effets néfastes de la foudre. Je vous propose d'écouter la mise en garde et les conseils de Stéphane Schmitt, intervenant en météorage sur nos ondes au micro de Manuel Danlois. Au cours d'une vie, on va rencontrer, on va entendre, on va voir beaucoup d'orages. C'est-à-dire que en moyenne en France, selon le lieu où on se trouve, entre 20 et 30 orages au moins par an. Et sur ces 20 ou 30 orages, eh bien, il y en a 2 ou 3 qui peuvent vous tuer. Tous les autres, eh bien, passeront leur chemin. Et voilà. Et donc c'est vrai que quand on est confronté à un phénomène auquel on est tous habitués, vous disiez quand on était enfant, voilà. Et eh bien, forcément, la tentation est forte de se dire, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème. Voilà. Et en fait, c'est le problème de ce phénomène. Eh bien, c'est que dans plus de 80% des cas, il se passera rien. Mais dans les 20% des cas où cet orage passera à proximité, eh bien, il y a un risque énorme pour vous. C'est aussi l'occasion, dans ce type de journée de sensibilisation, de rappeler les bons gestes et de rappeler que il y a pas d'endroit où on est à l'abri à partir du moment où on se trouve dehors en période d'orage. Voilà, et c'est valable on le voit dans l'accidentologie, ne pas rester dehors, ne pas effectivement rester sur un stade, ne pas rester à côté d'un cours d'eau, etc., etc. On passe au sport et au football avec une arrivée très attendue aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, celle du futur coach olympien Roberto De Zerbi, accompagné de son staff et notamment son adjoint Giovanni Rossi. Une arrivée par les airs sur le sol marignanais avec un accueil chaleureux réservé au successeur de Jean-Louis Gasset par quelques fans de l'OM sur place. Reportage signé Mathis Muru. Il est 12h15. Quand Roberto De Zerbi pose enfin le pied à Marignane. Premier sourire et un soulagement pour ses supporters venus accueillir l'ancien entraîneur de Brighton. Ce matin, je me suis levé, j'ai vu qu'il arrivait. Je voulais l'accueillir dans de bonnes conditions, qu'il soit dans un bon climat, parce que nous, on sait qu'on est un club chaud et voilà, qu'il se sente chez lui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un coach de ce calibre-là à l'Olympique de Marseille, et aussi pour avoir la petite photo personnelle, comme je fais avec la plupart des recrues, pour le kiff, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un coach comme ça depuis, j'ai envie de dire, Marcelo Bielsa, parce que Sampaoli c'était quelque chose, mais je trouve que Bielsa c'était encore au-dessus. Et Roberto De Zerbi, franchement, au vu de ce qu'il a fait, c'est un peu inespéré de le voir à l'OM avec la saison qu'on a faite l'an dernier. Non, franchement, sur ce coup-là, chapeau aux dirigeants à Longoria et Benassia. Connu pour ses photos sur les réseaux sociaux en compagnie des recrues olympiennes, Thierry Mode, alias Chichi, n'a pas manqué l'occasion lui aussi de faire connaissance avec le technicien italien. Je suis content qu'il arrive. Après, que je sois là ou pas là, les joueurs ou les entraîneurs arriveront quand même. Mais c'est important de le montrer à la communauté sur les réseaux. C'est devenu une source de communication vraiment importante. Donc beaucoup attendent ça avec impatience, parce que c'est au fil des ans, depuis que je le fais, c'est devenu une tradition, quoi. Pour sa première après-midi dans la cité phocéenne, De Zerbi se rendra au centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus, au programme visite, puis rencontre avec le président Pablo Longoria, où il signera enfin son contrat de 3 ans avec l'Olympique de Marseille. Et sachez qu'une conférence de presse aura probablement lieu demain à la commanderie pour les présentations officielles. Foot toujours, version Euro, et la France tenue, vous le savez, en échec par la Pologne. Hier, les Bleus terminent à la seconde place du groupe D et défieront le deuxième du groupe E en 8e de finale lundi. L'équipe de France, qui connaîtra d'ailleurs ce soir son adversaire, ça va se jouer entre Roumanie, Belgique, Slovaquie et Ukraine. Lucien, joueur à l'équipe des vétérans de Marignane Gignac Côte Bleue, a assisté hier au match des Bleus. On revient sur la rencontre avec lui. Je suis déçu parce que je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux, mais je crois qu'on n'est pas assez vaillant. On s'imagine qu'on va gagner tout seul. Qu'est-ce qui manque à cette équipe de France? C'est un problème d'efficacité? Je pense de volonté. Je pense qu'on n'y croit pas assez. On s'imagine, on joue un peu comme des seigneurs. On s'imagine que ça va. Il suffit d'être une équipe de France pour gagner. Vous êtes confiant pour la suite de la compétition? Les 8e de finale approchent? Je pense qu'ils vont élever leur niveau quand on va jouer contre des équipes plus costauds qui vont faire le jeu, ce sera meilleur. Vous préférez qui, vous, Lucien? La Slovaquie, la Roumanie, l'Ukraine ou la Belgique? Peu importe, je crois que c'est pareil. Bon, les plus forts, c'est la Belgique, mais encore, c'est pas sûr parce qu'ils n'ont rien montré non plus. D'abord, il faut dire deux choses, c'est que cet Euro est magnifiquement organisé. Les Allemands, vraiment, c'est formidable.
Et il y a une ambiance terrible. Moi, j'en reviens pas. Et à mon âge, c'était un régal. Voilà. C'est vraiment formidable. Mais c'est très très bien organisé. J'espère qu'on organisera aussi bien que les Jeux Olympiques, parce que vraiment c'est formidable. Il y a de l'ambiance dans tous les matchs. Voilà. Tous les matchs qu'on est allés, il y a vraiment de l'ambiance. Des propos recueillis par Manuel Danlois à l'affiche de l'Euro ce soir. Retenez bien Portugal-Géorgie et République tchèque-Turquie. Coup d'envoi des 2 rencontres à 21h. Jamais 2 sans 3. On passe côté bassin. La nageuse française Anastasia Kirpichnikova a réalisé un triplé en remportant le championnat de France des 400, 800 et 1500 mètres, rien que ça, ce qui lui permet d'être qualifiée pour les Jeux Olympiques dans les 3 disciplines. Non seulement un objectif atteint et pas des moindres, et puis surtout une consécration après une saison qui n'a pas été de tourpeau pour la nageuse entraînée par Philippe Lucas à Martigues depuis 2021. On l'écoute au micro de Flavio Noriga et Delia Gilbert. C'était mon objectif, pourquoi j'arrive en France. Et pourquoi j'ai changé de nationalité pour faire cette JO à Paris 2024. Et je suis très contente. C'était un moment compliqué, c'était un bon moment pour cette saison. Mais là, c'est 2 différents gens. Comment j'arrivais à France en 2019 et comment je suis là maintenant. Là, je suis plus forte dans la tête parce que je sais que je peux faire. Et on parle ciné à présent. Alors normal, vous me direz mercredi, c'est le jour des sorties en salle. Sauf que là, il va falloir patienter encore un tout petit peu. Le Comte de Monte Cristo se fait désirer. Il sera à l'affiche ce vendredi. Après plus de 19 versions, préparez-vous à celle des réalisateurs du film Le Prénom et scénaristes du dernier D'Artagnan. Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière proposent cette nouvelle adaptation du roman d'Alexandre Dumas avec Pierre Ninet, l'acteur qui a le vent en poupe, incarne avec brio le Comte de Monte Cristo. Il réalise une vraie performance en se muant à travers les différentes identités d'Edmond Dantès. Également au casting, Vassili Schneider, Laurent Lafitte ou encore Anaïs Demoustier. Marseille étant le berceau de Dantès, l'avant-première dans notre région prenait donc tout son sens. Du château d'If au pâté plan de campagne, il n'y a qu'un écran. Les réactions des premiers spectateurs conquis au micro de Jeff. On voit pas le temps passer. Grandiose. Grandiose. Ah oui, grandiose. Oui, grandiose, vraiment. C'est magnifique, franchement magnifique. Allez le voir. Ah, j'ai trouvé ça bouleversant, vraiment. Beaucoup d'émotions, magnifiques, que ça soit sur les décors, les costumes, les plans, les jeux d'acteurs. Et voilà, c'était très. Je connaissais l'histoire aussi du coup, mais c'était très 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 bien raconté, vraiment. Pierre Ninet, il porte le film de bout en bout. Magnifique, vraiment. Pour avoir vu, je pense, une bonne grosse partie de ces films, c'était le meilleur, je pense. On s'est régalé, voilà, un beau moment de cinéma, magnifique. Et les acteurs du lourd, hein, quand même, du lourd. Quand on pense que ça a été écrit en 1844 ? C'est ce que je me disais, et ce qui était dit au début, c'est que ça aurait été un vraiment très bon scénariste, à mon avis, Alexandre Dumas. Château d'If, magnifique, quand on est Marseillais, on apprécie. Très sympa, non, bien tourné, suspense pendant 3 heures, incroyable. C'est fidèle à l'esprit de Dumas. Ils ont bien repris les dialogues du bouquin. C'est juste la bande-son qui est un peu appuyée à mon goût. Il y a moins d'action que les 3 mousquetaires, mais les 3 heures, franchement, on les a mangés, on les a pas vu passer. Voilà. C'est pas comparable, c'est pas la même histoire non plus. Mais par contre, vu que c'est quand même des films assez proches et de Dumas dans les 2 cas, non, franchement, c'est cool, je conseille. Et puis donc c'est intergénérationnel, hein, c'est sorti un peu d'outre-tombe, je dirais, mais ça passe toutes les générations, donc je pense qu'elle a apprécié. Tu confirmes ? Il y a peut-être l'idée d'aller bouquiner. Il y a un peu plus de 700 pages, mais quelques pages par jour, ça peut... Oui, un bon petit bouquin pour cet été. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Rendez-vous
Rendez-vous donc dès vendredi pour découvrir à votre tour ce conte de Monte Cristo au pâté plan de campagne, donc également à la Joliette à Marseille ou encore au Palace à Martigues. Et puis, n'oubliez pas la fête du cinéma, ça tombe bien, 5 € la séance pendant 4 jours et ça démarre dimanche, profitez-en. On termine par Martigues où les festivités se poursuivent ce soir pour les 10 ans du site Picasso. Beaucoup d'effervescence et d'animation au conservatoire municipal depuis ce matin avec danseurs, musiciens, associations partenaires et les fadas du monde en résidence pour le bel été martégal. Ateliers, découvertes, démonstrations, concerts et expos au programme. Ce soir, ça continue donc avec chorale, hip-hop ou encore baltrade. Et puis flash mob à ne pas manquer à 20h. Ensuite, place au jazz, au tango, battle, hip-hop et DJ set. Ambiance garantie, vous l'aurez compris, à Picasso jusqu'à 23h. C'est ouvert à tous. Vous pouvez vous garer très facilement et surtout, c'est gratuit. Tous les détails à retrouver sur le site martiguebouge.fr. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo. À demain, même heure, même endroit. Belle soirée à tous.